Buongiorno a tutti. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, Euh, so- Scusa, je ne parle pas italien, donc je vais faire ma présentation en français. Mais voilà, je suis vraiment très honorée, ravie d'être là. Mon histoire avec le laboratoire de phonétique expérimentale de Turin, c'est une belle et longue histoire, avec une codirection de thèse, celle de Sandra Cornaz. Et donc, vraiment, j'étais plus qu'heureuse quand j'ai reçu l'invitation d'Antonio et Valentina. Donc, merci à vous deux, merci à tous d'être présents. Et c'est un plaisir pour moi de parler de la voix humaine, qui est ma passion, à la fois en tant que chercheur, mais aussi en tant que chanteuse et chef de chœur. Je vais commencer par un petit hommage. Alors, je l'ai écrit en italien, donc je vais essayer de le dire en italien. Je rends hommage a Yolanda Simonato, è la nonna della mia collega italiana Lisa Paroni. È morta questo mercoledì in Italia, non per malattia, ma per il dolore di non poter vedere i suoi parenti per un anno. Penso a tutte le persone anziane che non possono più abbracciare o anche solo ricevere visite dai cari, loro cari. Voilà, j'espère que c'était clair. Je veux rendre cet hommage parce que la Journée mondiale de la voix, c'est ça aussi, c'est se rendre compte que depuis un an, eh ben, nous ne pouvons plus forcément visiter nos proches et c'est en particulier très difficile pour les personnes âgées, comme Yolanda Simonato. Alors, qu'a donc notre voix de si particulier pour que nous lui consacrions un jour? Eh bien, elle est notre premier souffle de vie. Dès la naissance, elle s'exprime et elle exprime comme les pleurs de ce bébé. Nous avons en nous cette formidable capacité de produire des sons et de les articuler en des séquences qui feront sens. C'est notre parole. L'évolution de nos civilisations humaines s'appuie sur ce talent, transformer du souffle en son par notre instrument vocal, puis des sons en sens, en un mot, communiquer les uns avec les autres. Mais qu'est-ce que la voix? Est-ce un signal? Est-ce des gestes sonorisés? Eh bien, je voudrais pointer du doigt en début de communication le fait que par nature, la voix est bien plus que sa production. Elle est à la fois production et perception. Il n'y aurait pas de voix sans qu'il y ait d'oreilles. Je ne serais pas là à vous parler si vous n'étiez pas là à m'écouter. La voix, en toute sonorité, n'est que dans sa saisie par l'oreille. Donc phonation, ce je vais donc vous parler aujourd'hui, et perception sont intimement liés, inséparables et consubstantiels. Alors je vous invite à présent à un voyage à travers l'instrument vocal humain. Plongeons dans le cœur de la voix, et je dirais même des voix. Le thème de cette journée mondiale de la voix, One World, Many Voices. Nous avons un instrument pour produire une diversité de voix. Cette diversité, elle est déjà intrinsèque à nous. Nous pouvons, pour un même mot, comme par exemple le mot suite, le prononcer ou le chanter de différentes façons. Sweet, 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 sweet. Alors, est-ce que vous entendez bien, juste pour vérifier que le son est nickel. Donc, nous avons ici une chanteuse. Pour la petite histoire, elle est américaine, Lisa Poppel. Elle est capable de produire une grande diversité de styles de chant. Donc, ici, elle nous a produit pour le mot sweet, extrait de Amazing Grace, How Sweet the Sound, une version en chant classique, en chant de comédie musicale legit, en pop, de la parole, du jazz, du rhythm and blues, du country, du rock. Donc voici
cette diversité qui se traduit aussi visuellement quand on arrive à représenter l'évolution au cours du temps des fréquences qui sont dans notre son, qui se traduit visuellement par une richesse qui se déplace, qui se réorganise. Sweet, 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 sweet. Donc vous pouvez voir qu'elle joue sur le vibrato, elle joue sur la richesse du timbre, elle joue aussi sur la fréquence fondamentale, hein, beaucoup plus basse en parole que pour cette note chantée. Elle joue sur beaucoup de choses. Nous pouvons, avec notre voix, produire une très grande diversité de sons. Un autre exemple, à l'aveugle. This is my voice in ordinary air. Oh. This is my voice with a vocal tract full of helium. Voilà, toute cette séquence, vous ne l'aurez peut-être pas remarqué, est produite avec des sons vocaux humains. On est capable non seulement de parler, de chanter, mais on peut crier, on peut ronronner, on peut pleurer, on peut murmurer. La voix humaine nous permet de produire une si grande diversité de sons que nous sommes capables, avec notre voix, d'imiter presque tous les sons qui nous environnent. Au sein de l'expression vocale chantée, nous avons également une diversité de façons de nous exprimer, depuis du chant très classique, lyrique, jusqu'à des expressions vocales chantées à travers le monde. Et chaque expression utilise finalement le même instrument. Allons donc plonger dans cet instrument pour voir de quoi il en retourne. La voix, c'est tout d'abord une histoire de souffle. Nous sommes un instrument à vent. Alors, ben voilà, on va rentrer direct dans le vif du sujet, ou plutôt dans la bouche du sujet. Plongeons ensemble dans ce qu'il y a au fond de notre gorge. Le bleu que vous voyez apparaître là, c'est l'air que nous expulsons de nos poumons. Cet air vient rencontrer des parois mobiles au sein de ce qu'on appelle le larynx, et ces parois mobiles vont pouvoir se mettre à bouger, on va dire auto-osciller, et ces mouvements vont permettre de produire du son. Ici, un son voisé, une note tenue. Plus cette vibration est rapide, plus la note sera aiguë. Si on vient sur notre instrument vocal, ici composé de l'appareil respiratoire, en particulier du diaphragme, des poumons, des bronches et de la trachée, de l'appareil phonatoire, ici le larynx, et puis de tout ce qu'on appelle le conduit vocal, c'est-à-dire les cavités buccales, nasales, les cavités pharyngales, tout ce qui est au-dessus du larynx. Eh bien, nous voyons que l'air que nous pouvons expulser, l'air expiré, va rentrer en interaction avec ces parois mobiles, ici les plis vocaux, ce qu'on peut aussi appeler plus communément les cordes vocales. Et cette interaction entre l'air et les parois va générer le son. C'est ce qu'on appelle la théorie source-filtre. Nous avons ici la génération d'une source glottique, un signal originel au sein de notre larynx. Alors, si l'on regarde l'acoustique, le signal acoustique produit en sortie des lèvres, le signal rayonné vers l'extérieur, vers notre auditeur, il peut avoir par exemple la forme de ce signal vert présenté ici. Ce signal existe parce que nous avons envoyé de l'air dans notre instrument. Il est intéressant de pouvoir mesurer la pression d'air. C'est quelque chose qui a été fait par mes collègues marseillais, Benoît Ami de la Bretèque et Antoine Giovanni, sur eux-mêmes, par ce qu'on appelle une technique de ponction trachéale, où on vient mettre un petit capteur de pression aérodynamique
en dessous du larynx, donc dans la trachée. Alors, ça a l'air très douloureux comme ça, mais ensuite, une fois que c'est posé, on peut parler, chanter pendant plus d'1 heure. C'est l'expérience qu'on a fait, en tout cas, mes 2 collègues marseillais. Grâce à cette mesure, on peut avoir directement accès à la courbe de pression d'air qu'on met en entrée de notre instrument. Et si on superpose cette courbe de pression d'air au son produit, eh bien, on voit qu'elle épouse complètement l'enveloppe du signal acoustique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que, en fonction du niveau de pression d'air qu'on met en entrée de l'instrument, on aura un son produit en sortie de notre instrument qui sera plus ou moins intense. Regardons comment ça s'exprime dans le chant. Voici un crescendo-décrescendo produit par Benoît-Mille Labretec sur une note, Do dièse. Je représente ici en rouge la partie crescendo du son et en bleu, pardon, la partie décrescendo. Donc on voit qu'il part d'un certain niveau sonore, puis il va monter son niveau sonore et puis en fin de son, il va redescendre. Si on regarde la mesure de pression sous-glottique, la mesure de pression d'air en entrée de l'instrument, on voit que la courbe est identique. On peut représenter du coup cette intensité sonore, ici, SPL en décibels, en fonction de la pression sous-glottique mise en entrée de l'instrument. Et voici ce qu'on observe. Quand le chanteur se met à chanter, le son se produit à une certaine intensité sonore, et puis ensuite, le son redescend jusqu'à une intensité sonore parfois plus basse, comme c'est le cas ici. Il est intéressant de remarquer que pour une même pression d'air, on peut avoir 2 intensités sonores différentes, selon qu'on est dans la phase de crescendo ou de décrescendo. On peut aussi, à une même intensité, avoir finalement 2 pressions d'air très différentes en entrée de l'instrument. Et ce résultat se voit sur l'ensemble de la tessiture de ce chanteur. Donc si je superpose tous les crescendo, décrescendo que l'on vient demander de faire, on voit bien cette tendance se reproduire pour chaque auteur chanté. Cela nous amène à un autre aspect de notre voix. La voix n'est pas qu'un instrument de souffle, c'est aussi un instrument de corde. Alors, où sont ces fameuses cordes? Il est difficile à voir parce que si vous ouvrez la bouche, vous n'allez apercevoir la langue, la luette, le voile du palais mou ici, mais vous n'allez pas pouvoir apercevoir ce qu'il y a en fond de votre gorge. Et ce n'est donc qu'à la fin, à la fin du 19e siècle, qu'on a commencé à pouvoir imager, voir ce qui se passe vraiment en fond de gorge. Grâce à un petit miroir tenu au bout de tige de métal, le laryngoscope. Alors, que voit-on ici? Nous voyons le larynx vu par le dessus. Vous voyez ces 2 bandes blanc nacré. Ce sont ces petites parois mobiles dont je vous ai parlé, les cordes vocales, que nous, scientifiques, appelons plutôt les plis vocaux. Les plis vocaux, quand on respire, sont bien écartés pour permettre à l'air de passer. Mais quand on veut produire un son, il va falloir les rapprocher, les mettre en contact, parce que l'air va ainsi pouvoir rencontrer cet obstacle, ouvrir la porte et permettre du coup la génération de la source glottique. Il est intéressant de savoir qu'il y a un lien entre la morphologie et la tessiture d'une personne. Des collègues allemands se sont penchés sur cette question, se sont demandé si la longueur du cou, la corpulence de la personne pouvaient être liées à la tessiture du chanteur. Finalement, seul un paramètre morphologique est relié à la tessiture. Que vous soyez gros ou maigre, grand ou petit, vous ne serez pas plus une basse ou un ténor qu'une alto ou une soprane. La morphologie, la tessiture est reliée uniquement au diamètre de votre trachée, qui est également l'estimation de la longueur de vos plis vocaux au repos. Il y a donc un lien direct entre la longueur au repos de vos plis vocaux
et puis la tessiture dans laquelle vous allez pouvoir chanter. Plus cette longueur sera importante, et plus vous serez de tessiture grave au sein de la catégorie vocale à laquelle vous appartenez, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Donc les basses auront des plis vocaux plus longs que les ténors, et au sein des catégories de femmes, les altos féminins auront des plis vocaux plus longs que les sopranes. Cette longueur globale du pli vous permet donc d'avoir une tessiture, c'est-à-dire un ensemble d'environ en moyenne 2 octaves dans lequel vous allez pouvoir chanter. Néanmoins, vous avez la possibilité de vous balader dans ces 2 octaves, de les explorer. Comment faire pour explorer ces 2 octaves? Eh bien, je vais vous l'illustrer par cette vidéo extraite du livre Moyens d'investigation et pédagogie de la voix chantée, que je trouve vraiment très parlante. Mes collègues lyonnais, Guy Cornu, ont demandé à une soprane de produire un glissando ascendant-descendant. Ils mesurent par endoscopie, ils observent par endoscopie le mouvement vibratoire des plis vocaux, mais également son étirement. Bon, alors partez de là et montez une gamme. Bien, descendez. Cette vidéo est vraiment très parlante pour vous montrer ce qui se passe quand vous allez faire ce son. Oh. Cela va correspondre à un étirement, un stretching, de vos plis vocaux. Cela vous permet donc de parcourir finalement un ambitus vocal important. La voix est donc non seulement un instrument à vent, mais elle a des propriétés liées aux instruments à cordes. Quand vous voulez, quand vous, quand vous voulez jouer de façon plus aiguë sur une guitare, vous allez étirer la corde. Eh bien, dans la voix humaine, nous avons le même phénomène. Quand on veut chanter plus aigu, on va mettre plus de tension, on va étirer notre pli. La longueur est importante, mais l'étirement, la tension qu'on y applique devient également un paramètre crucial pour la hauteur de la voix. Alors, cet étirement se fait en mettant en jeu un certain nombre de paramètres liés à la microstructure du pli vocal. Il est important de noter que notre pli vocal n'est pas un pli homogène, c'est un pli fortement hétérogène qui contient un ensemble de couches. Ces couches, on peut en schématiser 3. L'épithélium, qui recouvre le pli, la lamina propria, qui est un ensemble de fibres de collagène et d'élastinine qui constituent la partie superficielle, intermédiaire et profonde du pli, et puis au cœur du pli, les fibres musculaires d'un muscle vocal qu'on appelle communément le vocalis. Alors, petit coup de projecteur sur cette publication récente dans Scientific Reports en 2018, où nous avons réussi à imager la microstructure du pli vocal humain à l'aide du rayonnement synchrotron sur des pièces anatomiques. Nous avons pu ainsi aller voir vraiment les propriétés microstructurelles de notre pli. Alors, si on revient sur cette structure multicouche, vous l'avez ici sur la longueur du pli par une coupe histologique. Donc, vous voyez l'épithélium avec sa membrane basale. Vous voyez différentes densités de fibres de collagène, ici en violet. Plus on va dans l'épaisseur du pli vocal, plus les fibres de collagène se densifient. Et puis, vous avez ici les fibres musculaires. Et vous voyez que ces fibres musculaires, les fibres du muscle thyroarythénoïdien ou du muscle vocalis, ont une orientation privilégiée de l'avant vers l'arrière de notre cou.
Cette microstructure du pli nous permet d'avoir une très grande étendue vocale malgré notre morphologie. Voilà, et de nous permettre de passer de sons qui sont quasi impulsionnels à des sons qui sont très aigus, suraigus. Donc voici l'exemple d'une soprane qui chante depuis ses sons quasi impulsionnels jusqu'aux sons les plus aigus qu'elle peut produire. De façon très évidente sur cette représentation visuelle du son et de l'énergie acoustique qu'il contient, on voit des zones et des ruptures. Ces transitions marquent ce que l'on appelle les mécanismes laryngés. Ils sont au nombre de 4 dans la voix humaine. Ces mécanismes laryngés sont présents chez l'homme, chez la femme, mais également chez l'enfant. Le mécanisme 0, ici, nous permet de produire les sons les plus graves de notre tessiture. Les sons jusqu'à 70, 80 Hz. On les percevra comme impulsionnels parce que dans la perception, nous avons la capacité de percevoir une hauteur pour des fréquences aussi graves. Le mécanisme 1 et le mécanisme 2 sont les mécanismes principalement utilisés chez l'homme et chez la femme pour parler. Par exemple, je vous parle en mécanisme 1, je pourrais choisir de vous parler en mécanisme 2. Forcément, cela devient plus aigu. Voilà, vous voyez que l'étendue de ces mécanismes permettent aux chanteurs hommes et femmes d'explorer en mécanisme 1 le grave au médium de leur tessiture et en mécanisme 2 le médium à l'aigu de leur tessiture. Et puis nous avons le mécanisme 3 qui nous permet de produire ces sons de l'aigu au suraigu et qu'on va retrouver parfois chez des sopranes coloratours pour aller vraiment explorer les sons les plus aigus de leur tessiture. La voix est une histoire de souffle, la voix est une histoire de cordes, la voix, vous commencez à le voir, est aussi une histoire de timbre. Nous pouvons vraiment moduler cette source glottique. Voici un tromboniste et collègue acousticien, Joël Gilbert, qui s'amuse avec une maquette d'un conduit vocal. Il commence par faire vibrer ses lèvres, comme savent le faire les trombonistes, sans mettre la maquette, puis il approche la maquette. Vous allez voir ce que cela produit. Ce n'est pas lui qui produit le i, c'est le fait de faire vibrer ses lèvres au contact de la maquette qui produit le i, parce que cette maquette, elle a la configuration d'une voyelle i. Imaginons un chanteur dont on puisse couper le cou pour entendre ce qui se passe vraiment au cœur du larynx. Voici ce que l'on entendrait. Nous avons une mélodie, nous avons éventuellement des modulations d'intensité, mais cela reste très limité. Pour s'exprimer, pour chanter quelque chose, il nous faut tout le reste du chanteur pour cela. Voici ce que ce chanteur a réellement chanté. Vos mépris chaque jour. Je vous ferai écouter sa source. Vos mépris chaque jour. La nature est bien faite. Nous avons à disposition un grand nombre d'articulateurs qui vont nous permettre de modeler, façonner le son originel, la source glottique, et de le rendre riche, compréhensible, articulé pour de la parole, pour du chant. Je vous montre cette vidéo qui me fascine toujours, d'une chanteuse allemande.
Komm, lieber Mai, und mache die Bäume wieder grün und lass mir an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möchte ich doch so gerne ein Veilchen wiedersehen. Ach, lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehen. N'est-ce pas fascinant de voir comment ces gestes intérieurs, non visibles, façonnent le son et lui permettent de produire cette mélodie chantée, qu'on peut appeler une mélodie spectrale. Nous avons donc la possibilité, en particulier grâce à notre langue, de pouvoir modeler la géométrie interne de notre conduit vocal. Voici les 10 voyelles orales du français. I, U, E, O, E, O et A, que nous représentons ici dans un espace à 2 dimensions. Alors cet espace est un espace que nous affectionnons particulièrement en phonétique expérimentale. La première dimension représente finalement le degré d'aperture. Est-ce que votre bouche est plutôt fermée ou plutôt ouverte? Quand on produit un I, on aura plutôt un degré d'aperture fermé, et quand on produit un A, on aura plutôt un degré d'aperture ouverte. La deuxième dimension est le point d'articulation. Est-ce que la langue est plutôt en avant, de façon centrale, ou en arrière? À partir de ces modifications de géométrie du conduit vocal, on peut reconstituer ce qu'on appelle la fonction géométrique, la fonction d'air du conduit vocal. On a l'habitude, en phonétique expérimentale, de représenter ça sous forme de petits tubes, de petites longueurs mis bout à bout. Cette fonction d'air, si on lui applique les lois de propagation de l'acoustique, on peut en déduire la fonction de transfert du conduit vocal, c'est-à-dire comment le conduit vocal va transformer acoustiquement les sons. Ce qu'il est en particulier intéressant de remarquer pour la parole, ce sont les 2 premières amplifications ici, qu'on va appeler des formants ou des résonances. La première des résonances et la seconde des résonances sont très importantes pour notre perception des voyelles. Si on revient sur notre petit schéma, on peut remplacer ces 2 axes par les fréquences de la première des résonances, qui va varier en parole entre 300 et 800 Hz, et par la seconde fréquence de résonance, qui en parole va varier entre 800 et 2500 Hz. Vous voyez par exemple que pour passer du I au U au OU, eh bien, nous allons garder à peu près une première fréquence de résonance stable à 300 Hz. Mais par contre, nous allons balayer le spectre de la seconde fréquence de résonance, depuis une valeur très basse pour le OU aux valeurs les plus élevées pour le I. Cette représentation peut s'appeler le triangle vocalique. Si l'on revient sur notre théorie sur ce filtre, nous avons parlé de la source, elle se complète maintenant par le filtre. Le conduit vocal agit donc comme un filtre, il va amplifier certaines fréquences qui sont contenues dans la source, et ces fréquences, nous allons les percevoir. Nous allons percevoir en particulier ces zones renforcées, d'harmonique renforcée, que l'on appelle du coup les voyelles. Quand on travaille sur le chant, il est intéressant de reporter ces 2 voyelles, ces 2 fréquences de résonance, la première et la deuxième, sur une portée musicale. Donc nous avons ici reporté certaines des voyelles du français sur une portée musicale, avec la première résonance en bleu et la deuxième résonance en rose. Je vais vous montrer comment nous pouvons du coup
utiliser ces résonances dans le chant. Le premier exemple, qui est un cas d'école, c'est le chant roumi mongol, en particulier en Mongolie, en République du Touva. Voici un chanteur mongol, Batsuk Dorsh, et je vais vous faire écouter et voir son chant. C'est une même mélodie, mais chantée de deux façons. Voilà, cette représentation vous montre qu'il se passe quelque chose vraiment dans la répartition de l'énergie acoustique de son son. Si l'on regarde un petit peu plus en détail, pour le premier chant, notre chanteur mongol, notre diphoneur, comme on les appelle, s'amuse sur sa deuxième résonance. Il va ainsi faire un jeu spectral en jouant sur cette deuxième résonance. Et comment joue-t-il sur cette deuxième résonance? Eh bien, en choisissant les voyelles qu'il a besoin pour faire émerger le cinquième harmonique ou pour faire émerger le 12e harmonique. Ce jeu dépend évidemment de la fréquence fondamentale de vibration de ses plis vocaux, ici par exemple à 200 Hz. Et grâce à cette fréquence fondamentale présente dans le son, à tous ces harmoniques, il va pouvoir sélectionner le 5e harmonique, le 6e harmonique, le 7e harmonique, jusqu'au 12e harmonique, et faire donc un jeu. On l'appelle parfois ce type de chant le chant des harmoniques, parce que justement le chanteur va sélectionner, grâce à sa deuxième résonance, un harmonique ou un autre. Dans le deuxième exemple, la fréquence fondamentale de vibration des plis vocaux est beaucoup plus grave. Elle est à 65 Hz. Ce qui signifie que son cinquième harmonique n'est plus vers 1000 Hz, mais il est maintenant vers 300 Hz. Pour pouvoir faire ce chant, le chanteur diphonique va donc utiliser non seulement sa deuxième résonance, que vous voyez ici, mais il va aussi s'amuser avec sa première résonance. Et sa première résonance va lui permettre d'aller sélectionner cette fois-ci le 5e jusqu'au 12e harmonique, sachant que la fréquence fondamentale est beaucoup plus grave. Cela permet d'avoir des productions vocales très riches, très sonores. Passons à un autre cas, l'aigu dans le chant savant occidental de l'adulte. Pour illustrer cet aigu et pour avoir un petit moment musical, je vous invite à cet extrait de Farinelli.
J'aime beaucoup cet exemple parce que quand il va dans l'aigu, on a une modulation de voyelles qui aboutit à un A. Il ne pourrait chanter d'autres voyelles que le A dans son aigu. Pourquoi ne pourrait-il pas? Si l'on regarde les voyelles chantées par une soprane, alors nous avons ici les 3 voyelles extrêmes du triangle vocalique, le A, le I et le OU, chantées sur 3 notes de la tessiture de cette soprane. Donc le La3 à 440 Hz, le Ré4 à 590 Hz et le Fa4 à 700 Hz. Donc nous sommes dans le médium, dans l'aigu et dans le très aigu de sa voix. Nous voyons que s'il y a pour le médium des variations articulatoires saillantes et visibles, pour l'aigu, ces variations articulatoires ne sont plus très, très sensibles, très visibles. On a l'impression d'avoir le même geste au niveau articulatoire. Est-ce que ça se traduit de la même façon au niveau acoustique? Voici une gamme ascendante produite par une chanteuse australienne sur différentes voyelles. La, 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 Lou, 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 li, 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 Donc nous avons bien le sentiment de suivre la voyelle. Si maintenant on découpe ces exemples sonores et on joue d'un côté les 5 voyelles les plus graves et de l'autre les 5 voyelles les plus aiguës. Voici les 5 voyelles les plus graves de ces exemples. la, lo, lou, le, li. Si maintenant on va jouer les 5 voyelles les plus aiguës et on va les mettre dans un ordre différent. Et à vous de deviner l'ordre dans lequel elles sont produites. La réalité acoustique est que nous ne pouvons plus chanter dans l'aigu que des voyelles que nous allons percevoir comme des A. Il va y avoir donc une position articulatoire très proche, quelle que soit la voyelle que nous pensons chanter. Et au niveau acoustique, le son perçu ne sera plus qu'un A. Pourquoi un A? Eh bien parce que le A est celui qui a la première résonance la plus élevée, à 800 Hz. Quand nous allons chanter ces sons très aigus, eh bien c'est ça que nous allons entendre, cette résonance à 800 Hz. Je voudrais maintenant vous illustrer un jeu de la première résonance, non pas sur la note chantée, mais sur le deuxième harmonique, donc sur son octave. Ceci se retrouve, par exemple, dans le chant féminin de Bulgarie. Voilà, les voix bulgares ont été diffusées en Europe, en particulier avec ce chœur, le mystère des voix bulgares. Voici un extrait. Alors, si elles se produisent sur scène, il faut savoir que ces productions vocales sont souvent des productions d'extérieur, pour des fêtes, dans des villages. Ce sont des productions très sonores, très timbrées. C'est un timbre très caractéristique. Si l'on regarde la voix de tête produite par une chanteuse bulgare, sur une note donnée, on peut observer le phénomène suivant. Alors, que voit-on ici? Nous avons la note chantée et tous ses harmoniques.
2F0, 3F0, 4F0. Et nous avons ici une mesure physique des résonances sous-jacentes du conduit vocal. Donc nous voyons que par exemple, la première résonance pour cette chanteuse en voix de tête se situe entre le premier harmonique et le deuxième harmonique. Si on représente ce qu'elle fait pour toutes les voyelles, sur la tessiture de sa voix chantée en voix de tête, et si on le compare à la parole. Alors la parole ici est représentée par ces bandes noires. Donc ça, c'est la fréquence de la première résonance pour sa voix parlée. Et puis en bleu, en carré bleu, vous avez les fréquences de sa première résonance pour sa voix chantée en voix de tête sur différentes hauteurs. Nous voyons que pour des voyelles plutôt ouvertes, eh bien, la première fréquence de résonance est à proximité de celle qu'on va mesurer en parole. Elle va chanter de la même façon qu'elle parle. C'est cette première fréquence de résonance. Par contre, pour des voyelles fermées, on va observer ce qu'on observe chez les sopranes dans le haut de la tessiture, c'est-à-dire en ce qu'on appelle un accord entre la première résonance et son premier harmonique. Quand on prend la même note, mais qu'on la mesure dans le chant bulgare, que ce soit dans un style léger, leka, ou dans un style lourd, teshka, ce qu'on observe, donc on est sur les mêmes notes. Par contre, au lieu que la fréquence de première résonance soit située entre deux harmoniques, elle se déplace pour s'accorder avec le deuxième harmonique. Et cet accord est systématique pour les voyelles ouvertes ou semi-ouvertes. Comme vous le voyez ici, en rouge, dès que ce soit la voyelle A, la voyelle E, O ou E, quand la chanteuse bulgare va chanter, sa première résonance, elle va l'ajuster à l'octave de sa note chantée. Voilà. Et par contre, pour les voyelles fermées, on observe une augmentation de la fréquence de résonance avec la note chantée, mais pas cet accord, ou alors un accord avec la première résonance, avec le premier harmonique. Je vais conclure, mais juste un petit message sur le fait que cette observation qui est dans un chant du monde se retrouve dans des chants de musique amplifiée, comme dans les comédies musicales. Alors ça, c'est le travail d'une collègue, Maëva Garnier, avec son étudiante Tracy Bourne. En Australie, ils ont étudié donc 6 chanteuses professionnelles en leur demandant de produire du chant en legit, ce qui est une forme de voix de tête, ou alors en deux qualités de belt. Et puis on voit qu'on a systématiquement cet accord entre la première résonance ici en bleu et le deuxième harmonique qui est représenté par cette ligne en pointillé. Je conclus ma présentation, ou plutôt je laisse conclure ma présentation par cette soprane, puisque nous célébrons la journée mondiale de la voix. Joyeux anniversaire à elle. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.